Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer à la conférence. Je ne m'attendais pas à un public aussi hétérogène, n'est-ce pas? Vraiment, je vois qu'il y a autant de chercheurs, d'enseignants, de cadres de haut niveau que des élèves qui viennent, si vous voulez, voilà, de l'école primaire. La question sur laquelle nous allons débattre ce soir concerne l'abandon, la déperdition scolaire des jeunes filles en Mauritanie, causes, conséquences et remèdes. J'ai l'habitude de dire que quand on fait un débat, quel qu'il soit, un débat ne tombe jamais du ciel. Et c'est pas vrai. Pas vrai. La Mauritanie n'est pas un pays riche où on va se permettre de mobiliser une salle, des ressources humaines et un enseignant pour faire une conférence sur la campagne sociale. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un débat, quand on le pose dans un pays, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ce débat est une nécessité. Aujourd'hui, on se rend compte, et ce n'est plus un secret pour personne, que les États africains, et plus particulièrement l'État mauritanien, ne peuvent plus tout faire. Ça, c'est une prise de conscience qui est à l'ordre du jour. On sait aussi que concernant la problématique de la scolarisation, la mobilisation des communautés est une nécessité. Troisième élément, l'accompagnement des ONG est devenu encore crucial, d'autant plus que si vous ramenez cette conférence dans le cadre, si vous voulez, de son contexte, à ma gauche et à ma droite, c'est des enseignants. C'est des enseignants. Moi, c'est ce qui m'a motivé à venir. Pour la première fois, et c'est très rare de voir une ONG dont le profil répond aux objectifs même de l'ONG. C'est-à-dire une ONG qui n'a pas à chercher des cadres extérieurs pour la réalisation de ces programmes. Ces garçons, les membres de cette ONG, vous leur venez la créer tout de suite, le cours se met, si vous voulez, en prendre. L'autre élément encore que je n'invente pas, mais que tout le monde balance comme ça et est devenu à la mode, c'est de dire que le développement d'un pays dépend de la qualité des ressources humaines, hautement qualifiées. Et quand nous disons ressources humaines, nous ne faisons pas de la distinction entre le genre masculin et le genre féminin. Il y a aussi un autre constat. Ces pays, il y a beaucoup de conservateurs, quels que soient les blocages et les résistances que les femmes vont rencontrer dans le cadre de la scolarisation. Il y a quelque chose qui est irréversible. Il faut que tout le monde prenne conscience de ça. On ne peut plus empêcher les jeunes filles d'aller à l'école. C'est-à-dire que c'est un processus, malgré les problèmes, on ne peut plus dire voilà maintenant, compte tenu qu'il y a beaucoup d'abandon, qu'il y a beaucoup de déperdition, les filles n'ont qu'à rester au foyer. Ça, c'est un phénomène qui est irréversible. Il faut y faire face avec lucidité et avec discernement. J'ai l'habitude de dire que quand je parle devant les intellectuels dans des choses comme ça, j'essaie toujours dans ma communication de laisser des traces et de dire des choses sur lesquelles un débat est possible. Je commence toujours par un constat pour que ma démarche soit scientifique. Aujourd'hui, tu rencontres un Mauritanien qui ne sait ni lire ni écrire. Il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, d'être un praticien des sciences sociales pour dire que la déperdition des scolaires des filles en Mauritanie, tout le monde le sait. Peut-être ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire quelles sont les causes profondes. Et tout le monde te dira, plus tu avances dans le système éducatif, moins il y a des filles. Ça, tout le monde, chaque jour j'entends cela. Comme disent nos amis ivoiriens, plus les filles vont dans la longueur en papier, c'est-à-dire poursuivre des études supérieures, plus on voit qu'il y a un déficit. C'est-à-dire que si vous prenez une classe aujourd'hui à la maternelle, vous aviez 60% de femmes, 40% d'hommes.
vous allez compter jusqu'au collège, jusqu'en troisième, les filles, elles sont encore majoritaires. Les dégâts commencent à partir de la seconde et nous allons essayer de voir entre-temps, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas simplement de dire, oui, il y a trop d'abandon, il y a trop de déperdition des scolaires, et s'en arrêter là. Mais c'est un constat qui interpelle tout le monde. J'ai une fille, tu as une fille, il y a une nièce, on a une cousine qui poursuit ses études. Ils ne sont pas seulement se limiter à dire, oui, il y a trop de déperdition, trop de déperdition. Il faut faire comme ils l'ont fait. Il y a trop de déperdition, ça nous interpelle tous. On va chercher ensemble, si vous voulez, des solutions. D'autant plus que tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'apport des femmes dans la gestion des foyers est devenu une nécessité. D'autant plus qu'anthropologiquement, quand je fais mon cours en anthropologie culturelle, j'ai dit il y a 30 ans, il y a 20 ans en Mauritanie, on est dans une société patriarcale. C'est l'homme qui paye la dot, c'est l'homme qui est le chef de famille, c'est l'homme qui donne le nom aux enfants, et quand il demande la main d'une fille, on dit qu'est-ce qu'il fait ou bien qu'est-ce qu'il est. Aujourd'hui, il y a une perversion des valeurs où les parents même de l'homme demandent la fille à que tu veux marier là, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est une femme au foyer, une femme qui vient, si vous voulez croiser les bras? C'est une évolution dans la mentalité. Et toutes ces questions nous interpellent. Au niveau des problématiques, je ne prétends pas avoir une réponse à toutes les problématiques, mais je vais essayer de les poser ensemble. Celles auxquelles j'ai des réponses, celles que je n'en ai pas, au moins la salle pourra réagir. La première question que je veux poser, c'est que recouvrent les concepts de déperdition, échec et abandon scolaire. À chaque fois que vous entendez déperdition, abandon, échec, il y a un dénominateur commun, la vie, elle a cessé d'être scolarisée. D'ailleurs, certaines femmes féministes comme Marie-Angélique Savané de Dakar, que je connais très bien, au temps de Senghor, on ne parlait pas de déchets, on ne parlait pas de déperdition, on utilisait un terme grossier et vulgaire, on parlait de déchets scolaires. Regardez comment ce terme est choquant. Déchets scolaires. Les mentalités ayant évolué sous le combat des féministes, maintenant on parle d'abandon scolaire. Pourquoi les mesures prises par les États, les actions menées par les ONG, la déperdition des scolaires des jeunes filles en Mauritanie n'a pas du tout péché? Ça, tout le monde le sait. Moi, je ne suis pas là pour parler au nom de l'État. J'ai des statistiques. On me dit, taux brut de scolarisation en Mauritanie, 75%. Taux brut à l'école primaire, 58%. Taux de scolarisation brut des jeunes filles, 54%. Ça ne m'engage pas. C'est des statistiques officielles. Moi, je les mets à votre disposition. Elles sont ce qu'elles sont. Je ne vais pas faire un jugement de valeur. Ne faudrait-il pas voir dans le patriarcat l'une des raisons de la déperdition des scolaires des jeunes filles en Mauritanie? Qu'est-ce que j'appelle patriarcat? C'est l'homme qui est le chef. On nous a tellement moulés, on nous a tellement éduqués comme ça, que jusqu'à mon âge encore, je ne peux pas rentrer dans une cuisine. Disons, je ne dois pas rentrer dans une cuisine. Le chef de famille, quand il vient, il enlève ses chaussures, il dépose son sac, il va dans le salon, il attend qu'on lui amène, si vous voulez, à manger. On a été moulés comme ça. C'est tout un combat que nous sommes en train de mener pour nous-mêmes, faire violence à nous-mêmes et à la culture qu'on nous a donnée. Parce qu'on a évolué dans des sociétés patriarcales. Ce qui fait que quand un homme échoue dans le scolaire, il y a un stress émotionnel très fort. Les parents ils sont malheureux, ils sont mécontents. Quand c'est une fille, ça passe inaperçu. Ce stress émotionnel-là, il faut le combattre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu envoies ta fille dans l'enseignement privé, le cachet pour la fille et pour le garçon, il n'y a pas de discrimination. Moi, si je dois payer 20 000 biens pour ma fille et pour mon garçon, au niveau du rendement et du résultat scolaire, je ne vais pas faire de la discrimination. En quoi les difficultés économiques et le déficit des structures de formation professionnelle impactent-elles sur la scolarisation des jeunes filles?
En Mauritanie, soit tu as le bac, tu vas à l'université, soit tes études sont foutues. C'est-à-dire que nous, on n'a pas des centres de relais de formation. Maintenant, on commence, si tu veux faire infirmier, on te dit qu'il faut amener le brevet. Le brevet, c'est un peu valorisé. Tu vas au bac, tu vas à l'université. Si tu échoues en ce temps, il n'y a pas de structure de formation, n'est-ce pas? Ce n'est pas le lycée d'application ou des trucs comme ça. On sait très bien que c'est pas ça qui va régler la question capacitante pour permettre aux jeunes filles qui ont quitté les bancs, qui ont un certain niveau intellectuel, de pouvoir s'investir dans le créneau. En quoi les pratiques traditionnelles néfastes participent-elles de la déperdition scolaire en Mauritanie? Qu'appelle-t-on pratique traditionnelle néfaste? C'est le fait que dans nos traditions, on a des coutumes dont les femmes sont victimes et ça peut les amener à abandonner leurs études. Il y a ce qu'on appelle les mariages forcés. Surtout maintenant que les jeunes filles, une fois qu'elles sont à l'âge de la puberté, elles commencent à fumer, elles commencent à porter des pantalons, elles ont leur SMS, elles ont leur Facebook. Alors les parents disent que bon voilà, elle veut s'émanciper. Alors quelle est la sanction? La sanction, c'est le mariage forcé. De temps en temps, tu entends, telle fille a eu, on ne le souhaite pour personne, un enfant en dehors des liens du mariage. On dit pour éviter ça, on a une solution, c'est le mariage précoce. On a aussi des pratiques qu'on appelle le sororat, n'est-ce pas? Une femme meurt, sa petite sœur la remplace. Si on me pose des questions sur les raisons, je vais les dire, mais là, je fais simplement que donner le concept. C'est ce que j'appelle la quête de la généalogie glorieuse. Tu es descendant de Niass, descendant de Bamba, descendant de Hadrami, descendant de Cheikh Sidia, tu passes dans une localité, on te donne une petite fille en cadeau. Ce que les parents recherchent, c'est d'avoir un pied audi, comme ils disent en boulard, audi, des grains qui vont pousser, et dans notre famille, il y aura un pied qui aura ce qu'on appelle une généalogie extrêmement glorieuse, et pour moi, ça relève simplement de la mystification. Mais il y a un autre élément incompréhensible, c'est des faits. Moi, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais moi, quand je parle toujours sur des faits. J'ai des cousins qui sont à Guadeloupe, généralement ils travaillent dans les bateaux. L'un d'eux vient accueillir son mari, et la première condition qu'il pose, sa femme doit arrêter d'étudier. Alors que toi, tu es dans des bateaux, tu as des salaires précaires, à tout moment, tu peux perdre ton emploi, et tu poses comme condition. Et là, la faute revient aux jeunes filles. J'ai souvent dit que même si l'islam interdit la proximité des futurs conjoints, mais vous avez vos SMS, vous avez vos Facebook, posez vos conditions avant le mariage. Parce qu'une fois que vous êtes marié, c'est l'homme qui est le chef. C'est lui qui décide de tout. Donc posez comme condition que vos parents ont investi sur vous et que vous n'allez pas rester femme, si vous voulez, au foyer. Quelles sont les stratégies à développer pour encourager le maintien des filles à l'école? Alors là, au niveau des débats, nous allons dire qu'il y a beaucoup de stratégies que les gens commencent à initier. Je sais qu'au niveau de la classe moyenne, ceux qui envoient leurs enfants dans les écoles privées, ils disent à leurs filles, celle qui va continuer, c'est celle qui fera les meilleurs résultats. Je n'ai pas les moyens, là c'est le critère de la motivation interne. On pousse les filles à s'auto-dépasser. Au bout de petits niveaux, donc il y a cet élément. Le deuxième élément, c'est le combat contre sa propre épouse pour gérer le stress émotionnel. Il suffit que la fille tombe un peu malade, sa maman lui dira, non, comme tu es malade, il ne faut pas aller à l'école, tu es une fille et tout ça. Être une fille, ce n'est pas un handicap. Il faut que ça soit très clair, il faut qu'on enlève ça de la Mauritanie. Une fille, elle a la grippe, elle ne va pas à l'école. Elle tousse, elle ne va pas à l'école. Pire que ça, quand une Mauritanienne est en état de grossesse, on dit qu'elle est malade. Tu n'es pas malade, c'est un phénomène biologique. Il y a des tests. Tu n'es pas malade, il faut aller à l'école.
stratégie, c'est le rôle des ONG. Rien ne peut remplacer le rôle des ONG. Un enseignant, vous lui donnez de la craie, vous lui donnez des papiers, il est opérationnel tout de suite. Ouais. C'est ce que veulent faire les jeunes. Ici, on n'a pas besoin de beaucoup de trucs. Un petit financement, et souvent je l'ai dit aux Nations Unies, plus le financement est gros, plus on ne fait rien. Ces gens-là, vous leur donnez 5 000 €, ils vont alphabétiser tout le quartier. Parce qu'ils ont déjà les compétences et ils ne sont pas salarisés par leur ONG. Mais non, on ne le fait pas. On met des placements à gauche et à droite. Quel est le rôle des ONG dans la lutte contre la déperdition des scolaires? Les ONG, ce qu'ils peuvent faire, c'est enseigner. Ce qu'ils peuvent faire, c'est sensibiliser. Mais la plupart des ONG, leurs erreurs viennent de ce que j'appelle la non-maîtrise des canaux culturels de communication. Quand tu veux venir chez des familles, tu leur dis, ah, les jeunes filles doivent aller à l'école. J'ai été à Tambacounda pour utiliser la contre-alimentation culturelle, parce qu'Abdoulaye Wade avait décidé de frapper tous les vieux pôles conservateurs de Tambacounda, où le taux de scolarisation des filles est le plus bas au Sénégal. Ils m'ont dit en tant qu'anthropologue, tu vas participer à des Sénégalais pour parler à vos parents, qu'ils laissent les filles aller à l'école. C'est la région où il y a le plus de mariages forcés et de mariages précoces, c'est Tambacounda. Et Tambacounda est habité majoritairement à 98% par des Halpulaar. Alors quand on discute avec ces gens-là, j'ai dit à Béchir Ngom, du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, qui a fait les bancs avec moi à l'université de Saint-Louis, moi je ne vais pas partir, je pose des conditions. Ils m'ont dit non, là, c'est pas qu'ils maîtrisent la contre-alimentation. J'ai dit non, on ne peut pas venir dans une famille où les gens ont des problèmes pour boucler la fin du mois. Tu leur dis de libérer leur fille, qu'elle va aller à l'école, et tu ne lui donnes rien. Tu n'amènes que des discours. Les gens, ils vont nous écouter par courtoisie, ils vont nous écouter au nom du Passiraga. Mais quand on tourne le dos, ils vont dire que ces gens, c'est des farceurs. Moi, ma fille, c'est elle qui a mis l'eau. C'est elle qui aide sa maman. C'est elle qui va vendre les beignets. Pour celui qui connaît Tambacounda, c'est une région qui fait très chaud. Les jeunes filles vendent du sucre, vendent du lait, vendent de la glace. Ça constitue un appoint. Et je dis aux ONG, si vous voulez aller dire à des familles, amenez vos enfants à l'école, on peut s'inspirer de l'expérience de l'Éthiopie ou de l'expérience du Bénin, que je connais très bien, parce que je suis régulièrement dans ce pays. C'est un pays où il pleut tous les jours. Donc, tu ne peux pas venir, quand tu viens au Bénin, tu as l'impression que ça pleut 12 mois sur 12, alors ça ne pleut que 9 mois sur 12. Qu'est-ce qu'on fait? Les familles qui sont pauvres, on leur donne des chèvres, on leur donne des génies, on leur donne des terrains, ils se livrent à l'agriculture et à l'élevage. En Éthiopie, je l'ai dit en privé, à Ndao et Sissoko, on a des chèvres qui ont cette qualité de mettre pas plusieurs chèvres à la fois. Donc on va dans une famille, on libère une jeune fille, on leur donne 2 chèvres. En moins de 6 mois, ils ont de quoi acheter du lait, ils ont de la nourriture, on libère, on donne les chèvres aux autres. Mais vous ne pouvez pas venir dans une famille pour leur dire, oui, votre fille doit aller à l'école, on est dans un état moderne, celui qui n'amène pas sa fille à l'école, tout ça, ça ne marchera pas. Il faut qu'en amont, on cherche des fonds pour remplacer cette force de travail au sein de la famille. Sinon, ça ne marchera jamais. Alors, quelle est mon hypothèse de recherche au niveau du CIDS? Je peux me tromper, mais c'est une hypothèse qui nous a permis de mener des recherches. La perception de la femme dans l'imaginaire des populations mauritaniennes comme le peu de stress émotionnel lié à l'échec des filles sont le lit de toutes les résistances socioculturelles qui amplifient le processus de la déperdition des filles en Mauritanie. Je m'explique sur cette hypothèse. Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de causes. Mais quelle est la cause qui me paraît être la plus centrale? C'est la manière de percevoir la femme. L'idée qu'on a de la femme, c'est la femme au foyer, c'est la femme qui ne bouge pas beaucoup, c'est la femme qui fait des enfants, c'est la femme qui s'occupe du foyer, et c'est la femme qui prépare à boire, à manger. Quand vous donnez à cette femme toutes ces fonctions, quelle est la conséquence? La femme doit être mobile dans l'espace public. Elle doit rester à la maison.
Elle ne doit pas sortir, si vous voulez, de la maison. Et ça, c'est un handicap extrêmement sérieux que nous avons. Des fois même, tu peux laisser tes filles aller à l'école, il y a le poids du regard des autres. Ces filles ne sont jamais là. Sa femme qui travaille quand il vient à la maison, elle n'est jamais là. Et des fois, l'homme lui-même qui est émancipé et qui sait que sa fille doit aller étudier, doit se battre contre cela. Il y a le fait aussi que quand la fille est là, elle doit aller à l'étranger, les gens diront, ah, comme au c'est une asba, elle n'a jamais été mariée, est-ce que c'est sûr de la laisser aller loger chez les tout ça? Je pense que c'est sûr. N'a pas sûr. Pas d'autre. Donc il y a aussi cette peur généralisée qui est liée, si vous voulez, au regard des autres et qui pèse sur beaucoup d'individus. Il y a aussi le fait que, souvent, on le voit, une fille fait le bac D, elle est admise à Chabit Malek. Je vais la féliciter, elle est très triste. J'ai dit, mais Acha, tu as le bac, pourquoi tu n'es pas content? Elle me dit, mon frère a échoué. Mon frère a échoué. Dès lors que mon frère a échoué, alors que nous faisions tout le bac, ce qui fait que, même si je suis contente, il y a quand même des... Parce que dans l'éducation qu'elle a reçue, si c'était la loterie, c'est son frère garçon qui aurait réussi et tout ça. L'école ne fonctionne pas selon ces critères traditionnels. Alors, parmi les causes, je me répète, on a dit qu'il y a la perception des filles dans l'imaginaire traditionnel, il y a les pratiques traditionnelles, il y a la quête de la généalogie, il y a le patriarcat, il y a les difficultés économiques, mais il y a aussi l'absence de volonté politique. Cette absence, nous ne le mettons pas au profit d'un régime bien particulier, nous le mettons sur le dos de tous les régimes qui sont passés. Le deuxième élément, parmi les raisons politiques, il y a la folklorisation des femmes, ce qui les empêche d'avoir la plénitude de la conscience de leur rôle en tant que femmes éduquées, si vous voulez, en Mauritanie. Et ça, il suffit simplement d'attendre les élections en Mauritanie pour le remarquer. Les filles, elles ont des molfeurs au nom des partis politiques, elles ont des chapeaux au nom des partis politiques, elles ont des banderoles au nom des partis politiques, elles crient, elles ne savent même pas pour qui elles crient. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Vous avez maintenant les conséquences. Les conséquences, c'est que au niveau du planning familial, au niveau de la gestion de la famille, au niveau de l'éducation des enfants, mais une femme qui sait lire et écrire, c'est une lumière, ça il faut dire la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes sur le plan de la santé, sur le plan de la pédagogie, sur le plan de l'éducation, passent par la femme. Quand elle sait lire et écrire, il est certain que c'est un avantage. J'ai dit des choses très simples que tout le monde peut constater. Nos médecins, pharmaciens, face au déficit d'alphabétisation des femmes, vous tous vous le savez. Chaque pharmacien il a un stylo pour dire à la femme qui vient chercher des médicaments, un matin, un soir, un après-midi, il tire. Il lui dit simplement comment le rythme et la posologie. Mais si cette femme-là, elle savait lire et écrire, même les effets secondaires liés à la consommation de ce médicament-là, elle peut l'arrêter. Mais si elle ne sait pas lire et écrire, elle s'en tient simplement à l'heure et au rythme de la prise simplement du médicament. Donc une femme qui sait lire et écrire, elle a les yeux ouverts et je considère que c'est une lumière. Il y a aussi le manque de participation. Elle est là, elle est femme au foyer, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas un petit montant, elle n'a pas une qualification pour mener une activité génératrice de revenus, qui fait que souvent, le terme, il est un peu gênant.
Mais moi, je ne parle pas des autres communautés. Mes recherches, je les fais dans la société Halpulaar et je parle très bien Halpulaar. Quand toi, tu as une fille, je demande la main de ta fille. Si sa tante demande la note, je dis que j'ai 1 million. L'autre dit qu'il a 2 millions. Et que la tante se permet de dire, je parle en pulaar et je traduis en français. Si ce n'est pas vrai, vous me dites que ce n'est pas vrai. Moi, je suis un intellectuel, j'accepte la contradiction. Ou bien, ta tante me dit, il n'y a pas 1 million ou 2 millions. Il n'y a pas 1 million. Il n'a pas osé parler du tout. Mais on est dans la logique marchande. On est dans la logique marchande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette remise en question même des contrats, des codes culturels au sein de la société à laquelle, si vous voulez, j'appartiens. Il y a aussi les mariages précoces et les mariages forcés. Avant, on le faisait pour sanctionner la vie. Aujourd'hui, on le fait simplement pour avoir, si vous voulez, de l'argent. Un autre phénomène qui est l'une des conséquences que j'ai observé à Kaïdi avec la migration, c'est ce qu'on appelle le changement des préférences matrimoniales des jeunes filles. Je suis en saut, j'ai un oncle qui est gay, je demande la main de sa fille, j'ai le meilleur profil candidat possible. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Vous demandez aux jeunes filles des préférences matrimoniales, avant les sentiments, avant le rang social, la première chose qui vient, c'est le poids économique et financier. Une fois, je faisais mon cours dans un lycée où je faisais un cours de philosophie pour les étudiants. Il y a une jeune fille qui est rentrée. Elle a dit, professeur, elle a parlé en hassania, je n'ai pas compris. J'ai dit, est-ce que tu peux traduire? Il dit, si l'amour rentre par la porte, si la pauvreté rentre par la porte, l'amour passe par la fenêtre. Comme j'étais son enseignant, elle est élève, je n'ai pas compris. J'ai attendu la fin de mon cours, j'ai dit, mais viens là, répète ce que tu as dit. Il dit, quand la pauvreté rentre par la porte, l'amour passe par la fenêtre. J'ai dit, mais entre nous, il n'y a pas ça? Toi, tu es élève. Il me dit, mais non, je te le dis, parce que simplement, même si aujourd'hui un homme nous plaît, s'il n'a rien, il est certain que... Alors là, j'ai dit une fois au centre culturel français, dans la vie, il faut avoir le courage de dire la vérité. Il n'y a pas plus malhonnête qu'un Mauritanien qui dit que oui, les jeunes filles mauritaniennes maintenant n'aiment que de l'argent. C'est faux. C'est la société qui s'est monétarisée. Quand il y a un mariage, vous entendez, la jeune fille, elle est jeune, elle est là. On dit au moment de se marier, son mari a donné tant, son mari a donné tant, son mari a donné tant, son mari a donné tant. Toi aussi, si tu te maries, on peut que tu donnes tant. C'est la société qui s'est monétarisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, si tu n'as rien, tu passes complètement inaperçu. J'ai la chance ou le malheur, je ne sais pas, d'être la photocopie de mon père. Ma famille a basculé en Europe. Souvent, je rencontre des jeunes de Kaïdi qui me saluent ou des vieux, sort. Je dis, bah, Jack, Gay et tout ça, les patronymes de Kaïdi. Ils me disent, tu es le fils de Doro qui vient de l'étranger ou celui qui est là? Je dis, celui qui est là. Ils ne se retourneront pas, celui qui est là n'a pas de l'argent. Ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui viennent de l'extérieur. Il faut dire la vérité. Nos sœurs ne sont pas matérialistes. La société, c'est monnaie, c'est monétarisé. Donc aujourd'hui, il est certain que ce phénomène est tellement amplifié qu'en tant qu'anthropologue, et personne ne peut me contredire, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, si le professeur Cheikh Sadibou Kamara est mon oncle, le frère de ma mère, je lui dis, chef, donne-moi Oumou. Il dit, j'ai entendu en Pulaar Minani, il a donné son accord de principe. Mes dernières enquêtes à Kaïdi, à cause de la migration, mes oncles commencent à me dire, Minani et Midjabi, on a beaucoup. Minani et Midjabi, on a beaucoup. J'ai entendu et j'ai donné mon accord, c'est différent. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Ce bégaiement de langage est lié à la primauté des valeurs matérielles. L'autre élément, parmi les conséquences de la dépercussion scolaire, c'est ce qu'on appelle le placement des jeunes filles. Avant, tu n'avais pas beaucoup de moyens, tu envoies ta fille à Marseille, tu envoies ta fille à Losso. Le professeur Kamala en a parlé l'autre jour dans sa conférence. Aujourd'hui, c'est devenu
ont moyen de se débarrasser, si vous voulez, de ces filles. Ici à Nouakchott, maintenant, vous allez dans toutes les familles, comme moi, je lutte contre l'esclavagisme. À chaque fois que je vais chez des familles alcoolaires, je vois une petite fille travailler, je regarde. Tout de suite, les gens me disent, mais attention à Blague, c'est une bonne, on la paye, ce n'est pas une cordiale. Je me carre les bien. Alors que je n'ai fait que regarder, je n'ai rien dit. Je n'ai fait que regarder. Parce qu'à cette heure-ci, elle devrait être à l'école. Elle n'est pas à l'école. Mais automatiquement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Les gens s'empressent à me dire, mais pas, on la paye, elle est ceci, elle est cela. Et j'ai même remarqué la discrimination à l'égard du cordier. Je viens dans un mariage, il y a du bruit, je demande à quelqu'un, il dit que cordier la Mendere, c'est notre petit esclave aujourd'hui qui doit se marier. Donc on est là à des situations où l'entrave à la scolarisation des jeunes filles, il y a le poids des cultures, il y a le poids des représentations des femmes, il y a le poids des conservatismes, il y a le poids de la tradition. Parce que n'oubliez pas que la tradition religieuse en Mauritanie fait du mari un super man. Le mari n'a pas à avoir tort s'il dit à sa femme de se taire, elle doit se taire. Sinon, si on va chez Dabadi dira si ton mari te dit de te taire, tu dois te taire. Il y a ce point. Donc il faut bien qu'au niveau des mentalités, on déconstruise tout cela. Maintenant, quels sont les remèdes? Quels sont les remèdes? Comment on va s'en sortir? D'un côté, vous avez l'État, dont la fonction est de remplir l'effectivité des droits à l'éducation. L'État dira, je fais ce que je peux, mais l'État va aller dans le sens de la massification, de la scolarisation des jeunes filles. Ne me faites pas dire que c'est ce que je n'ai pas dit. L'État va vers la massification. On a construit des écoles, on a amené 100 filles à l'école, ça s'arrête là. Le rôle maintenant des ONG, c'est de prendre le relais de ces jeunes filles qui n'ont pas pu aller à l'école, de cette catégorie de population laissée à la touche, pour leur permettre de scolariser, si vous voulez, les écoles. Il y a aussi le rôle des migrants. Dans la région du Guinée-Mara, on a vu des fois, parmi les associations villageoises on construit des écoles, on demande à l'État d'amener des enseignants, et quand l'État tarde, il fait des propres enseignants pour scolariser, si vous voulez, leurs enfants. Donc, si nous voulons nous en sortir, il faut combattre le déficit du stress émotionnel face à l'échec scolaire des filles. Aujourd'hui, un garçon comme une fille, dans des sociétés capitalistes, elles sont au même pied d'égalité. Si elle est cadre, si ton fils est cadre, ta fille elle peut subvenir à tes besoins au même titre que ton garçon. Il faut que les choses soient très claires. Parce que pour être ingénieur en informatique, directrice du crédit, directrice de la banque, directrice de tel et tel, on n'a pas besoin d'être costaud et d'être homme. On a simplement besoin d'avoir la compétence et la qualification. C'est clair. Faire ressortir l'importance de l'éducation et l'apport des activités féminines génératrices de revenus dans la gestion des familles. Il y a beaucoup de diables, beaucoup de maris qui veulent faire la polygamie, pourquoi ils ne le font pas? Parce que la femme joue un rôle extrêmement important dans la dépense familiale. Parce que dès que tu amènes une deuxième femme, la femme dira que tu as les moyens d'amener une deuxième femme, elle fait comme ça, et bien tu craques. Donc, les parents plaisantés, il y a cet aspect. Donc aujourd'hui, la respectabilité de la femme dans le foyer, même si on ne le crie pas en haut, nous les hommes avec des clairons, on sait que c'est lié à l'appartenance, des trucs comme ça. Une femme parle de l'amour, voilà, on le raconte. Qui paye l'eau et l'électricité, qui amène les enfants à l'école. De temps en temps, on donne un boubou auquel tu ne t'attendais pas. Ah, voilà, on a compris. Donc les jeunes filles, et je le répète, on a la chance d'avoir ici le professeur Cheikh Boukabara. Il est là, il a dit il y a 12 ans au Centre culturel français. De nos jours, le premier mari d'une femme, c'est son salaire. On a endigué au gagnant, il dit de nos jours. Le premier mari d'une femme, c'est son salaire. Bien sûr qu'on ne va pas marier un salaire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Les mariages ne sont plus simples. Je t'aime aujourd'hui, demain je ne t'aime plus. Alors, même si tu travailles, au moins quand il y a divorce, il faut te prendre en charge si vous voulez tes enfants. Interpeller les pouvoirs publics, les oulémas et les ONG sur la nécessité de lutter contre la déperdition scolaire. Il y a des Mauritaniens, comme on est dans une société patriarcale, on croit que la femme c'est uniquement la maîtresse à l'école primaire ou au jardin d'enfants. Dès qu'une femme commence à enseigner au lycée, commence à enseigner à l'université, tu vois, les perceptions des gens commencent à se cristalliser. Il n'y a pas de quoi, il faut suivre la modernité. Je suivais une fois à la télévision sénégalaise, j'ai vu Mariama Ibrahima Niass en train d'enseigner des garçons et des hommes locaux. Elle a la compétence, elle a la qualification. Il y a un proverbe halpulaar qui dit ça woni debbo a jalama, ça woni no gorko gonata ko dondotoɗo sakuji. Ça woni debbo a jalama, ça woni no gorko gonata ko dondotoɗo sakuji. Je me traduis. Pour dire que la femme a autant de valeur que l'homme. On dit, si tu es une fille, on rit de toi, on dit que tu es vaurien. On dit, même si tu étais un homme, tu serais aussi un veau, un vaurien. Ça, je ne l'ai pas inventé, je le tire de notre patrimoine culturel. Ce n'est pas lié à l'appartenance sexuelle. Et enfin, il faut encourager le processus de scolarisation, de maintien des filles à l'école. Je prends la tradition au temps de Lénine. Quand on a fait la révolution de 1917 bolchevique, en 1945, déjà, l'Union soviétique avait n'est-ce pas, rattrapé son retard par rapport aux États-Unis. Pourquoi? C'est lié au fait de la manière dont ils ont revu leur système éducatif. Celui qui est mathématicien ne fera pas, ils avaient des compétences extrêmement bien formées. Et Lénine avait cette belle phrase, on ne renvoie jamais une jeune fille parce qu'elle a redoublé. Elle n'a qu'à faire 20 ans CM2, elle a le droit toujours encore de faire, si vous voulez, CM2. Parce que Lénine avait l'habitude de dire à chaque femme donne un potentiel au service de la nation et du combat contre la pauvreté et la défense, si vous voulez, de la femme. Si nous ne le faisons pas, il est certain que nous allons à reculer. J'ai dit tous mes encouragements, toutes mes félicitations à cette ONG qui vient de lancer pour la première fois ces activités de baptême par rapport à leur contribution au maintien des filles dans le truc. Si j'ai un seul conseil à leur donner, c'est de leur dire, contrairement à ce que les gens croient, il n'y a pas de l'argent dans les ONG. C'est vrai, il y a des ONG cartables, je ne les défends pas. Mais il y a cette force perception en Mauritanie que dès que quelqu'un fait une ONG, on croit que dès le lendemain, il est dans des trucs et tout ça. Non. Le combat pour la scolarisation des filles, c'est un combat extraordinaire. Et avoir des femmes qui savent lire et écrire est un facteur de développement, est un facteur d'intégration, est un facteur de stabilité et de transmission de nos bonnes pratiques traditionnelles. Je vous remercie. Très rapidement, j'ai un engagement qui fait que je dois me libérer avant 20 h. Et je commence à répondre en remontant. Les hommes d'aujourd'hui veulent-ils une épouse ou une esclave? Vous savez, cette question, elle mérite une clarification. Quand vous prenez beaucoup d'hommes célèbres et illustres en Afrique, on te dira c'est parce que leur maman était très soumise, leur maman était ceci, leur maman était cela. Aujourd'hui, même si on veut faire de sa femme une esclave, ça ne marche pas. J'ai écouté une anecdote où on dit que le père de Cheikh Amadou Bamba avait je ne sais pas combien de femmes. Il y a une des femmes qui avait la couverture, il est rentré dans la chambre de la deuxième ou de la première femme, la femme a attendu toute la nuit, il pleuvait, il gardait la prière, on a dit, en descendant, il dit, dans la base. Donc maintenant, ces phénomènes-là ont changé. Ça, je crois que la relation dans la vie du couple, ce n'est plus
entre maîtres et esclaves et tout ça, ça a complètement disparu. Maintenant, par rapport à la professeure d'anglais que je respecte, c'est très beau. Tu as fait tout un procès des hommes par rapport à ceci, par rapport à cela. Mais moi, il y a quelque chose que je vais te dire, madame. Je ne le dis pas de manière pour viser quelqu'un, je le dis parce qu'on est dans un débat, on ne doit pas faire la langue de bois. J'ai vu à Kaïdi, une Kalokala, c'est des faits, où une jeune fille de 18 ans, de 20 ans, qui est déjà scolarisée, se marie avec un migrant de 60 ans ou de 50 ans. Alors, quand une femme à 25 ans, ou une femme à 18 ans, elle se marie avec quelqu'un qui a l'âge de son père, il est certain, je dis souvent, elle a aliéné sa dignité au profit de la sécurité matérielle. J'étais mal amoureux. Il est du devoir de tout un chacun de déconstruire, si vous voulez, ces idées. Autant nous les hommes, on a une part de responsabilité, autant aussi qu'il y a des femmes qui ont une très grande part de responsabilité. D'ailleurs, si vous parlez bien la langue, je fais des enquêtes, je suis anthropologue, je demande, je dis à la jeune fille, pourquoi tu es rentré dans ce genre de mariage alors la différence d'âge et tout ça? Qu'est-ce que la femme me dit? Si tu parles bien pour là, elle dit ce sont mes parents et mes amis, ce terme Nyokadi, quand tu comprends très bien la langue, Nyokadi c'est-à-dire s'engager, les yeux fermés et y passer rapidement. Il est certain que ce genre de mariage, si vous voulez, ça ne réussit jamais. Mon ami Patrick qui a parfaitement raison. Il y a des facteurs externes, il y a des facteurs endogènes, comme le phénomène des vieilles filles. Mais là aussi, il faut faire très attention. C'est le regard de la société qui fait naître le conditionnement culturel et pousser la femme à être mariée avec le potel. Il est certain que le phénomène des vieilles filles commence aujourd'hui à disparaître. Aujourd'hui, une fille peut se marier à 30 ans, à 35 ans. L'essentiel que maintenant elle puisse se prendre, si vous voulez, en charge. Le mariage n'est plus une sécurité sociale. Avant, si on se mariait pour mourir ensemble, aujourd'hui, quand on se marie, en cours de route, on peut très bien, si vous voulez, chacun prendre sa direction. Alors, concernant Madame la sage-femme, moi-même, j'ai censuré, vraiment, j'ai censuré la question du planning familial et son rôle dans l'abandon scolaire. Parce que la question, elle est très sensible en Mauritanie. Il y a ceux qui te disent qu'avant que l'enfant ne vienne au monde, Dieu a prévu tout ce qu'il allait avoir. S'il vient, il va avoir ça. Toi, tu as une raison, ce que Dieu a prévu, tu ne connais pas. Donc, tu dois faire, à mon avis, extrêmement attention. Il y a aussi des gens qui se marient pour faire des enfants. Il y a aussi en Mauritanie, quand un couple n'a pas d'enfants, ça pose, si vous voulez, des problèmes. Alors, cette question du planning familial, je suis très heureux que ça soit soulevé par une femme praticienne qui est impliquée, si vous voulez, dans ce truc. Et je dis souvent à mes étudiants, quand vous vous mariez, il n'y a que deux manières. Il y a ce que j'appelle les tirs groupés et les tirs espacés. Les tirs groupés, chaque vendredi tu fais un enfant. Et tu te charges de l'éducation des enfants. Les tirs espacés, c'est quand tu as un enfant, tu attends que jusqu'à il faut porter tes amis, tu programmes encore un autre, tu programmes un autre, il n'y a pas trois voies. Il n'y a pas trois voies, il n'y a que les deux. Et si on le fait, on doit aussi tenir compte de ces moyens. Maintenant, tout est très cher. Très cher, vous avez parfaitement raison. Alors, Tania, je me rappelle aussi de vous en tant que brillant élève, et ça ne m'étonne pas que vous ayez réussi, vous faisiez partie de ceux qui m'apportaient souvent en contradiction et me demandaient des clarifications. Vous savez, moi, je l'ai dit, et ce n'est pas une question de modestie. Je fais très attention quand je parle à votre public. Chacun de nous a des enfants, chacun de nous a des filles. Aucun de nous ne peut dire voilà la solution pour gérer le temps. Moi, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que j'ai fait? Doro et Tako, qui sont mes enfants, au moins, j'ai essayé de leur faire savoir comment faire un traitement de texte, comment envoyer un fichier, comment ouvrir Internet. Si je suis en dehors de la maison et mon ordinateur fixe à la maison, ils peuvent au moins m'envoyer un courrier. Ça, c'est la première stratégie. Dès lors qu'il y a ça, je suis enseignant,
je vais les éduquer pour au moins que ça soit des relais qui puissent m'aider. Deuxièmement, pour gérer ce temps, il y a la pédagogie de la négociation. Les gosses, ils sont très doués quand il s'agit de manipuler, si vous voulez, les gens. Il y a aussi le fait, il faut le reconnaître, certains Mauritaniens mettent le wifi à la maison, mettent Canal Horizon à la maison, non pas pour s'en servir comme moyen de communication, mais uniquement pour une question de prestige social. Les gens ne naviguent même pas, les gens ne regardent même pas la télé. Et on le fait au niveau de la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Troisième élément, des fois il faut utiliser l'autorité paternelle. Je me réveille à 2 h du matin, je passe par la fenêtre, je regarde la chambre des filles, je vois que sous la couverture il y a de la lumière. Ça veut dire qu'elle est en train de naviguer. Qu'est-ce que je fais? Je détecte le wifi, je l'éteins. Première étape. Deuxième étape, je viens encore, je trouve de la lumière. On me dit c'est les clés de connexion. J'enlève les clés de connexion. On ne peut pas lutter contre la modernité. Troisième élément, je les résigne encore la nuit avec des connexions. Je dis, oh, vous n'avez plus les clés? Il me dit non. Le plus petit me dit non, papa, il y a des clés à 14 000 louis. Tu peux mettre même dans la cuisine, tu as ton portable ici, ça fait une communication. Donc, ce serait prétentieux de ma part. Quelqu'un qui n'arrive pas à régler ce qui s'est passé chez lui dira à la salle que voilà ce qu'il faut faire. Dans chaque famille, on essaie de tout. Mais moi, le seul peut-être appui positif que je vois, c'est de les amener au moins à s'en servir pour faire de la recherche, faire des traitements de texte, parce que maintenant, les cours à l'université, dans les universités modernes ont changé, le professeur il vient, il donne son cours, il donne le site, il se dit allez télécharger. Et une chose qui me fait très mal, quand je parle à mes cousins de Haïti, quelqu'un, je lui dis, envoie-moi un message par le mail, je vais répondre. Il me dit, je n'ai pas de mail, je vais me faire Facebook. Donc il est certain que tout cela, qui a parfaitement raison de soulever cette question, mais c'est l'objet de tout un débat. Alors, docteur Soumaré, qui a parfaitement raison, il y a une absence de passerelle entre la famille et l'école. Entre la famille et l'école. Tu as parfaitement raison que les cours de soutien ne sont pas une solution. Mais là aussi, il faut faire très attention. C'est-à-dire que si vous prenez la plupart de ceux qui font des cours de soutien pour leurs enfants, la plupart d'entre eux sont de la classe moyenne. C'est-à-dire ceux qui veulent investir dans la matière grise pour la réussite scolaire de leurs enfants. Mais moi, je prends mon cas. Moi, j'ai vu certains de mes enfants grandir, je ne les connaissais pas. J'étais tout le temps en dehors de la maison en train de faire cours pour faire fonctionner, si vous voulez, la famille. Donc quand madame dit qu'on ne connaît pas leur classe, qu'on ne connaît pas l'anniversaire, qu'on ne connaît pas les réunions, qu'on ne connaît même pas la classe qu'il fait, c'est lié au fait que souvent aussi le mari, il est souvent absent de la maison pour aller régler des cas pratiques qui sont en réalité. Le troisième élément que je dénonce et que tu peux noter, c'est le fait que certains parents, une fois qu'ils ont inscrit leurs enfants à l'école, ils s'en débarrassent eux-mêmes. Ils ne viennent pas aux réunions, ils ne viennent pas prendre le bulletin, ils ne s'occupent de rien du tout. Eux, le seul lien qu'ils ont avec l'école publique ou l'école privée, c'est de payer. Et tu vois, quand l'enfant échoue, certains parents me disent, mais professeur, je l'ai mis dans des conditions optimales pour étudier. Je dis non. Tu lui as donné de l'argent, tu lui as donné de la voiture, tu lui donnes de l'argent de poche. Mais ce gosse, tu ne le connais pas, tu ne sais même pas ce qu'il fait, si vous voulez, à l'école. Donc aujourd'hui, il est de la part de responsabilité. Moi, j'aurais bien voulu qu'on organise une conférence sur nos expériences partagées par rapport à cette question de la scolarisation et de l'échec. Peut-être que si chacun fait un témoignage sincère des problèmes qu'il rencontre, peut-être que nous allons trouver, si vous voulez, une solution. Je vous remercie. Nous, en tant qu'ONG Oxygène, qui agit contre l'échec scolaire, nous vous remercions de votre présence. Et nous espérons que nous allons continuer à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Je remercie encore une fois tous mes élèves qui ont cessé de nous soutenir depuis qu'on a décidé d'organiser cette conférence. Et tous ceux qui sont déplacés,
qui ont usé de leur temps, de leur énergie pour venir participer à cette conférence. Et je vous remercie. Merci à tout le monde.